L'emprise du numérique est l'occasion pour les gouvernements et surtout pour les professionnels de l'information de réfléchir sur les problématiques liées à l'amélioration de l'écosystème communicationnel. Cette commémoration offre également l'opportunité de redéfinir l'orientation de cette noble profession dans ses missions régaliennes d'informer, d'éduquer et de divertir. La communication, vous le savez tout autant que moi, est un outil essentiel et indispensable en vue d'une société plus apaisée et plus émancipée. Comment se porte la presse numérique dans le pays? En quoi a-t-elle bouleversé la pratique de la presse chez nous? C'est ce que nous allons voir avec nos invités ce soir, que nous remercions pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Il s'agit de M. Mohamed El-Mokhtar Mohamed Lemine, journaliste et directeur au ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. M. Bakary Gueye, écrivain journaliste, président de la section mauritanienne de l'Union internationale de la presse francophone, UPF Mauritanie. Avant d'ouvrir le débat, je vous propose de regarder ce reportage qui revient sur les temps forts de cet événement. Le 3 mai, une date importante dans la vie de tout journaliste, célébrée hier par l'ensemble de nos confrères au niveau mondial. Cette année, en Mauritanie, elle a été placée sous le thème « La presse et le défi numérique », vu l'importance des nouvelles technologies de l'information. Le gouvernement ne ménage pas ses efforts pour améliorer le contenu et le contenant des médias. À cette occasion, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Khattar El-Cheibani, a indiqué que son département, en exécution du programme du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, et en application des recommandations de la Commission nationale pour la réforme de l'information, a entamé des mesures concrètes en concertation avec les acteurs du domaine, dont l'aspect juridique a axé sur l'amendement de la loi créant la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel, ce qui lui donne de larges prérogatives portant sur toutes les composantes médiatiques, y compris l'information numérique et les réseaux sociaux. Il a ajouté au cours de la cérémonie organisée par le ministère hier soir à Nouakchott, à l'occasion de cette journée mondiale de la liberté de la presse, que dans le cadre du même processus du cadre juridique de la réforme, le département a élaboré la loi du journaliste professionnel qui définit les droits et les devoirs du journaliste et organise les dispositions d'attribution de la carte de presse dans de bonnes conditions. La révision de la loi sur la subvention publique à la presse privée, dont l'enveloppe financière a augmenté de 138 millions de guillas MRO, est également en cours, a-t-il dit. Le ministre a souligné que la célébration de cet événement s'est faite dans un climat marqué par l'esprit de concertation et de consensus national. Il a par la suite précisé que les étapes franchies jusqu'à présent pour l'exécution des engagements du président de la République en faveur de la presse nationale constituent un espoir pour ceux qui exercent dans ce domaine vital. Le ministre a souligné que c'est le gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal Meshoud, qui s'emploie à le matérialiser sur le terrain. Il a en outre noté que le ministère œuvre, en collaboration avec d'autres milieux gouvernementaux, à permettre la construction de la maison de la presse. Il a encore précisé que 130 millions de guillas MRO ont été mobilisés à cet effet, de même que l'octroi d'un lot de terrain d'une superficie de 2000 m² dans le quartier le plus chic de la capitale. Le ministre a ajouté que le département espère que la réalisation de cette infrastructure offrira un cadre institutionnel efficace dans les domaines de la formation, du professionnalisme et de la complémentarité des efforts visant la réforme et le développement de l'information. Il a rappelé un certain nombre de réalisations accomplies au bénéfice du département, comme le renforcement des émissions de la radio et de la télévision, ce qui a profité à la majorité des Mourata'a, la consolidation de l'information de proximité grâce à l'ouverture de nombreux organes de la presse publique, Agence mauritanienne d'information, Radio Mauritanie et Télévision de Mauritanie. L'augmentation des salaires des employés de ces établissements pour 50 à 100%, l'étude destinée à diagnostiquer la situation des collaborateurs et des mesures d'équité pour les journalistes victimes de l'arbitraire. Le ministre a noté que les défis de la numérisation de l'information sont nombreux et s'imposent à tous les niveaux et à toutes les étapes de l'action médiatique. M. Khattar El-Cheibani a affirmé qu'il est désormais clair
que l'amélioration du contenu numérique dépend de l'accompagnement des transformations techniques et de la capacité de les exploiter dans les meilleures conditions pour améliorer le produit, pour lui donner un contenu compétitif et plus approprié aux exigences des destinataires. Il a souligné que l'approche du ministère a pour but d'offrir l'aspect positif de la numérisation du flux des informations en vue de faciliter l'accès à des événements de sources sûres, utiles et crédibles. Le ministre n'a pas manqué de préciser que les départements comptent sur la presse et les acteurs dans le domaine de l'information pour éliminer les contenus mensongers et s'abstenir de publier les rumeurs et les informations tendancieuses. La Journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée par le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement par un somptueux dîner. La cérémonie a représenté l'occasion idoine pour toutes les parties prenantes d'échanger leurs points de vue et de débattre des problématiques qui se posent à la profession, dont la liberté de la presse dans le monde arabe. En réalité, la presse a encore de nombreux problèmes à régler, dont tout d'abord celle de sa professionnalisation, dont celle de savoir qui réellement peut se targuer d'avoir le statut de journaliste, en plus de la formation continue et de l'appui à la presse écrite. Au cours de la cérémonie, de nombreuses interventions ont eu lieu de la part de représentants du monde des médias. Ceux-ci ont présenté les problèmes auxquels fait face la presse dans notre pays, dont le problème des collaborateurs dans les médias officiels. En réponse à ces prises de parole, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement les a assurés de trouver solution à ces problèmes dans les plus brefs délais possibles. D'autant que le gouvernement œuvre à la mise en place d'une presse professionnelle à la hauteur de sa noble mission et qui participe au développement du pays. Le domaine de l'information a franchi dernièrement d'importantes étapes, notamment en ce qui concerne la transition numérique. La télévision de Mauritanie en est un exemple parfait. Il n'en demeure pas moins que la presse se doit d'engranger bien d'autres améliorations dans le domaine de la transition numérique, devenue incontournable aujourd'hui. Bonsoir et merci de rester parmi nous avant donc de faire l'état des lieux de ce secteur. J'aimerais bien savoir que vous inspire la célébration de cet événement chez nous. Merci, M. Adali. J'en profite pour vous remercier de nous avoir invités et aussi de féliciter la télévision de Mauritanie pour la qualité de ces émissions. Je pense aussi que le moment est tout indiqué parce que votre émission coïncide ou bien intervient quelques jours après la célébration de la fête de la liberté de la presse en Mauritanie. C'est une fête qui consacre la reconnaissance par la communauté internationale de la liberté de la presse, étant entendu que la liberté de la presse est un fondement essentiel pour le système démocratique. La première fois que cela a été célébré, c'était en 1994 à Windhoek, en Afrique du Sud, et depuis, l'UNESCO, avec les différents gouvernements, avec les corporations, célèbre cette journée. En Mauritanie, le gouvernement, chaque année, partage avec la presse cette célébration. Cette année, la célébration a été sur le thème la liberté de la presse et les défis du numérique. C'est vraiment une reconnaissance de la part du gouvernement mauritanien du rôle que la presse doit jouer, est appelée à jouer pour le développement. Ce qui explique que cette année, le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, qui est en charge la supervision de la communication, a organisé un dîner-débat à l'occasion de la journée du 3 mai. Et donc, 250 journalistes y ont participé. C'était un moment d'échange, de partage, d'évaluation du parcours. Et je peux dire que la Mauritanie peut vraiment s'enorgueillir d'être parmi les pays africains et dans le monde qui ont investi dans cette liberté de la presse et qui l'ont reconnue. Nous occupons aujourd'hui la 3e place dans le monde arabe après la Tunisie et les Comores, ce qui consacre les efforts du gouvernement et des acteurs de la presse dans le pays pour cette liberté de la presse. Je vais aussi rappeler que les acquis actuels proviennent des engagements du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, notamment après son arrivée au pouvoir, il a mis en place la Haute Commission de la réforme de la presse, qui a diagnostiqué le secteur, qui l'a étudié, qui a fait l'état des lieux et qui a fait un rapport de 64 recommandations. Aujourd'hui, le gouvernement s'attelle
à mettre en œuvre ces recommandations de manière à professionnaliser les secteurs, à développer et donc à renforcer cette liberté de la presse que vous venez d'indiquer. Monsieur Bakary. Merci beaucoup à Dahi. Donc, je vous remercie pour cette invitation. Donc, effectivement, ce que m'inspire cette journée, c'est que vraiment, c'est une journée qui, en tout cas, permet à tous les journalistes de faire leur bilan, les bilans en tout cas du travail qu'ils font. Et donc, elle permet également de réfléchir sur en fait la profession, permet de recharger les batteries pour repartir sur de nouvelles bases, aussi bien pour les journalistes que pour les gouvernements. Donc c'est une journée importante à plus d'un titre. Et comme l'a rappelé Mokhtar tout de suite, cette journée, en tout cas en Mauritanie, est garantie par la loi. Parce qu'on sait qu'en Mauritanie, la liberté d'expression, la liberté de la presse est en tout cas été consacrée par la loi du 25 juillet 1991 et elle a été renforcée au cours des années, au fil des ans, en 2006 avec la loi qui a été votée en 2010 également. Et donc il y a une batterie de lois qui ont renforcé cette liberté de la presse et qui ont consacré le droit à l'information en Mauritanie, ce qui est vraiment un pas gigantesque. Parce que donc, la liberté de la presse est un élément en tout cas constitutif inaliénable de la démocratie. Et cela quand même nous réconforte que notre pays en tout cas puisse en tout cas jouir de cette liberté de la presse qui lui permet aujourd'hui d'être classé parmi en tout cas les nations, en tout cas au niveau non seulement africain mais au niveau mondial, qui permet à la Mauritanie aujourd'hui d'être un pays où la liberté de la presse est reconnue et respectée. Et comment se porte la presse chez nous? Est-ce qu'elle a saisi cette opportunité de l'attention portée par les plus hautes autorités du pays pour jouer le rôle qui lui sied? Est-ce qu'ils ont fait le travail qu'il faut à tous les niveaux? Effectivement, moi je crois que là c'est toute une autre question parce que cette question porte un peu sur l'état dans lequel se trouve la presse aujourd'hui. Et là vraiment c'est un véritable programme parce qu'on sait quand même que la situation n'est pas aussi reluisante que cela, parce que aussi cela s'explique par plusieurs facteurs, parce qu'on sait que c'est une presse qui est très jeune. Ce qu'on doit quand même avoir toujours à l'esprit, c'est que la presse mauritanienne est une presse extrêmement jeune, parce qu'en réalité, cette liberté de la presse ne date que d'une trentaine d'années. Et donc, la presse a commencé aussi, en tout cas, la presse libre, en tout cas, qui constitue la locomotive, je pourrais dire, de la presse mauritanienne, a commencé dans des conditions vraiment très difficiles, parce qu'on sait très bien que cette liberté de la presse est intervenue avec l'avènement du processus démocratique, donc un processus démocratique qui n'avait pas été aussi bien préparé que cela. Et cela a eu un impact sur cette presse-là. Donc il y a vraiment un problème même à la naissance, parce qu'on sait très bien également qu'il n'y avait pas le personnel, il n'y avait pas les ressources humaines, en tout cas, qu'il fallait pour pouvoir lancer une véritable presse professionnelle à l'image de ce qui se passe dans les autres pays. Mais malgré tout, en tout cas, on a réussi à relever ce défi avec donc les moyens du bord. Et cela a permis à cette presse-là vraiment de s'imposer au fil du temps, même si, en tout cas, jusque-là, elle connaît encore des problèmes structurels auxquels, en tout cas, s'attelle le gouvernement à leur apporter des solutions. Et je crois que ça, c'est un chantier, en tout cas, gigantesque, qui demande vraiment encore beaucoup d'investissement. Je pense que votre question est intéressante, mais pour y répondre, il faut faire un petit aperçu historique. La presse mauritanienne, je peux dire, a globalement connu 3 grandes phases. La première phase que j'appellerais la phase d'émergence, qui est une phase marquée par un élan vers la liberté, vers l'engagement en faveur de la démocratie. C'était une presse vraiment qui était très engagée, marquée politiquement en faveur des changements démocratiques, de la liberté d'expression et de la liberté. La deuxième phase est une phase que j'appellerais une phase plus ou moins de dérive. Il y a eu beaucoup de journaux, beaucoup de sites, de nombreuses organisations de la presse et naturellement
cela a posé des problèmes structurels, notamment en ce qui concerne la déontologie et le professionnalisme. Aujourd'hui, nous arrivons à une troisième phase, qui est une phase de maturation, je dirais. Il y a des entreprises de presse qui naissent. La corporation avec le gouvernement s'organise de manière à faire un état des lieux pour voir les problèmes et y répondre. Et tout à l'heure, j'étais en train de parler de la haute commission de la réforme mise en place par le président de la République. Elle a vraiment éclairé la situation de la presse. Et aujourd'hui, on sait que globalement, il y a des problèmes d'organisation, des problèmes déontologiques, des problèmes professionnels de formation. Et des questions de pratique, en plus des questions de financement. Ce sont les questions essentielles qui reviennent pour faire une analyse objective de la situation de la presse aujourd'hui dans le pays. Et effectivement, le gouvernement s'engage depuis 2 ans, 3 ans à trouver des solutions, notamment en renforçant la professionnalisation, en renforçant le financement, en favorisant l'émergence de véritables entreprises de presse, en investissant dans le domaine de la formation et de la professionnalisation, et en essayant de cultiver la déontologie. Voilà les solutions qui reviennent le plus dans une analyse objective de la presse. Je voudrais dire qu'avec la naissance du numérique, d'autres défis sont apparus. Et d'ailleurs, la célébration par le ministère de la Culture avec la presse de cette journée 2022 a été célébrée sous le slogan, sous le thème « Journalisme sous l'emprise du numérique », étant donné que non seulement les problèmes que j'étais en train d'évoquer sont apparus à travers le parcours de la presse, mais également l'éclosion de la presse numérique a encore ajouté davantage de défis et de problèmes par rapport à cette presse. Mais je pense que la presse commence à s'organiser, elle prend conscience de son rôle, de son importance et des problèmes auxquels elle fait face, et le gouvernement appuie fortement les solutions en vue de professionnaliser et de régler les problèmes de la presse en Mauritanie. Donc, Bakary, en quoi les fake news ont-elles ou ont-ils du moins bouleversé la pratique de la presse chez nous? Effectivement, moi je crois que ça c'est un problème qui est mondial, ce n'est pas un problème spécifique à notre pays, parce qu'on sait qu'avec l'avènement de la presse électronique, la pratique du journalisme a changé un peu partout dans le monde. Donc ce n'est pas du tout une spécificité mauritanienne. Donc on sait également que avec en tout cas le déclin de la presse papier et avec donc l'arrivée de l'Internet, avec donc la couverture du pays, en Internet, cela a beaucoup facilité l'accès à ce qu'on appelle aujourd'hui les nouveaux médias. Avec la pandémie également, avec qui a imposé, aux gens de rester chez eux. Effectivement, et bon, ça a accentué encore cela. Donc aujourd'hui, pratiquement tout le monde a accès à ce qu'on appelle donc ces réseaux sociaux-là. Et donc, il y a eu vraiment, on est face à une situation qui a pratiquement débordé. Et donc, le gouvernement lui-même, donc le pouvoir lui-même, ne peut plus contrôler tout cela. Et donc, il a en tout cas jugé nécessaire de prendre certaines mesures en essayant surtout de légiférer, parce que même si ce n'est pas facile en tout cas de contrôler ce qui se passe sur la toile. Mais cette presse-là, en tout cas, cette presse numérique a complètement bouleversé la donne. Et on n'y était pas préparé. Et je crois que c'est quand même un chantier sur lequel en tout cas, la Mauritanie doit beaucoup travailler. Parce que vraiment, il y a beaucoup de travail à faire sur ce plan-là. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus facile de savoir, en tout cas, qui est journaliste et qui ne l'est pas. Parce qu'avec ces réseaux sociaux, pratiquement tout le monde, et avec ce qu'on appelle aujourd'hui le journalisme citoyen, toute personne peut en tout cas s'ériger, peut se considérer comme journaliste. Et donc, il y a cet amalgame-là. Et puis, on a tendance même, c'est devenu en tout cas une tendance, pratiquement, c'est devenu une tendance générale. Même les gouvernements, pratiquement, sont emballés par ces réseaux sociaux et ont tendance beaucoup plus aujourd'hui à traiter et à regarder du côté de la toile et à traiter avec ce qu'on appelle les blogueurs plutôt qu'avec les journalistes professionnels. Or, on sait que sur cette toile, cette presse numérique, généralement, elle est incontrôlable et les informations, en tout cas, généralement, ne sont pas des informations vérifiées.
Et généralement, donc, cela, en tout cas, aboutit à une sorte de propagande qui constitue un véritable danger. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, les lois qui ont été prises, en tout cas, contre la fausse information, la loi de 2020 qui a été donc votée sur les fausses informations en Mauritanie et qui a soulevé un véritable tollé, est une loi qui, en tout cas, vient à point nommé parce que en tout cas, son objectif principal, c'est d'encadrer tout cela, c'est d'encadrer toutes ces dérives auxquelles on assiste aujourd'hui. Et donc, cette presse numérique, aujourd'hui, elle a tendance tout simplement à emballer tout le monde et à mettre pratiquement en point d'honneur même à la presse, parce que la presse même traditionnelle est complètement, en tout cas, submergée par ces réseaux sociaux. Et d'autant plus aussi qu'au niveau de la presse mauritanienne, on n'est pas préparé. Parce qu'aujourd'hui, quand même, pour contrôler la véracité des informations, il y a de nouvelles formes, il y a de nouveaux modes de journalisme qui sont là, et que, en tout cas, les journalistes mauritaniens ne sont pas formés, en tout cas, pour cela. Et jusque-là, on n'a pas eu de programme sur, par exemple, tout ce qui a trait à la sécurité numérique, à la vérification des informations sur Internet, etc. Et cela quand même a une très grande influence sur ce qui se diffuse aujourd'hui et cela a des conséquences vraiment très négatives. Et je crois que ce chantier-là doit être en tout cas vu en tout cas par le gouvernement et doit être pris en compte également. Donc, M. Mohamed Mokhtar, vous avez entendu Bakary qui estime que ces réseaux sociaux sont incontrôlables, qu'ils font à leur guise. Est-ce que cela a été pris en compte par la commission qui a rendu son rapport au président de la République? Est-ce que c'est pas resté lettre morte? Est-ce que cette liberté extrême rime avec la paix sociale dans un pays tel que le nôtre? Très bien. De façon globale et à travers le monde aujourd'hui, les enjeux de la presse numérique, c'est que, premièrement, c'est une presse qui a ébranlé les fondamentaux et les classiques de la pratique journalistique dans le monde. Tout bousculé. C'est reconnu. Tous les gouvernements sont inquiets. Toutes les communautés, aujourd'hui, sont plus ou moins inquiètes. Certains vont utiliser, je pense, des méthodes coercitives. Ce n'est pas la vision en Mauritanie. En Mauritanie, le gouvernement, sachant qu'effectivement, c'est un phénomène mondial qui est là, pour y faire face, il y a seulement deux solutions. Il n'y a pas de troisième solution. La première solution, c'est de renforcer l'éthique et le professionnalisme des journalistes pour que les journalistes respectent leur propre déontologie. Et ça va limiter les dérapages, les fausses informations et les attaques. La deuxième solution, c'est la loi. En Mauritanie, il existe une loi édictée en 2020. Elle s'appelle la loi contre les fausses informations. Cette loi vise justement à faire respecter par ceux qui veulent profiter de la liberté de la presse, mais en tout cas, elle encadre justement ces dérapages, ces fausses informations et ces dérives. Mais le gouvernement aussi, dans les pratiques au quotidien, veut toujours renforcer la liberté de la presse, parce qu'il ne faudrait pas que l'encadrement de cette presse numérique soit au détriment de la liberté de la presse. Parce que la liberté de la presse est un choix, est une priorité, un fondement pour le gouvernement mauritanien, sachant que c'est le moteur, le fondement de la démocratie, du système démocratique que notre pays a choisi. Mais aujourd'hui, encore une fois, les journalistes en ont conscience. Le gouvernement également, il a pris les dispositions, développer le professionnalisme, développer l'éthique journalistique, mais en même temps faire respecter une loi qui encadre cette liberté de la presse, parce qu'on dit qu'il faut renforcer la liberté de la presse contre trop de liberté de presse qui justement va nuire à la liberté de la presse elle-même. C'est le credo du gouvernement en Mauritanie. Donc, en somme, ces plateformes, les autorités, les partis concernés savent qu'elles peuvent être source de dérives. Oui. Et qu'est-ce qui peut être fait si c'est le cas?
je l'ai dit tout à l'heure. Oui, je sais, mais de façon pratique, comment est-ce qu'il faut s'en prendre à ces sites qui peuvent parler de la vie d'un individu, la vie privée d'un individu? Est-ce qu'ils peuvent être suivis? Est-ce qu'on peut employer des moyens coercitifs pour les poursuivre? Je pense que l'heure n'est plus, en Mauritanie en tout cas, à la censure. Ouais. Nous faisons appel à la conscience professionnelle des journalistes eux-mêmes, aux acteurs du métier qui sont attachés pour qu'ils puissent jouer leur rôle au service du développement et de la démocratie. La solution, ce n'est pas, disons, de renforcer la censure, non. C'est un monde ouvert, la toile est ouverte, elle est empreinte de liberté, et nous voulons renforcer cette liberté. Mais, parallèlement, il y a des lois qui s'appliquent à tout le monde, ce sont les lois de la République. Elles encadrent la liberté de la presse, elles encadrent le droit à l'information, et ces lois encadrent la pratique du métier des journalistes. Et donc, depuis 2020, cette loi contre les fausses informations, elle est là pour encadrer la liberté de la presse et pour combattre les fausses informations qui nuisent à la liberté de la presse elle-même. Donc, pour vous, Bakary... Je pense que les dispositions qui ont été prises récemment par le gouvernement dans le cadre de la mission de la HAPA entrent dans ce cadre-là. Parce que dorénavant, en tout cas, la HAPA aura un droit de regard, selon en tout cas ces nouvelles dispositions, et aura un droit de regard sur la presse électronique, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Oui, je sais. Parce que normalement, en tout cas, la HAPA, dans son rôle de régulateur, aurait dû avoir ce droit de regard-là, parce qu'aujourd'hui, nous savons que, en tout cas, la presse électronique, les sites électroniques vraiment diffusent n'importe quoi. Il n'y a pas que les sites. Effectivement. On sait qu'aujourd'hui, qu'aux écrans, se sont substitués les téléphones, les smartphones, comme fournisseurs d'informations. De votre point de vue, vous qui êtes journaliste, qu'est-ce qu'il faut faire face à cette infraction? Moi, je crois qu'il faut donner aux journalistes les moyens de donner la bonne information. Et pour ce faire, il faut que les journalistes, d'abord qu'on ouvre les sources d'information aux journalistes, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui, parce qu'il y a un problème d'accès à l'information. Est-ce qu'on est sûr que tous les gens sont des journalistes? Est-ce qu'il y a des critères? Effectivement, effectivement, là, je crois qu'il va d'abord falloir faire le ménage dans un premier temps. Dans un premier temps, il est impératif de faire le ménage, parce qu'on sait très bien que tout le monde n'est pas journaliste. Même au niveau de la presse, même au niveau en tout cas, de ceux qui se disent journalistes, même au niveau de ce qu'on appelle des institutions de presse, il y en a qui ne respectent pas, en tout cas, le minimum de critères. Et cela est connu. Moi, je crois qu'on doit, en tout cas, sur ce plan-là, essayer d'être ferme et essayer, en tout cas, de mettre en place des critères pour, en tout cas, la création des entreprises de presse, et pour également définir qui est journaliste, qui ne l'est pas. Et donc, vous l'avez souligné tout de suite, être journaliste également, ce n'est pas obligatoirement être sorti d'une école de journalisme. Dans nul pays, même en Europe, ce n'est pas comme ça. En France, vous n'avez pas besoin de sortir d'une école de journalisme pour être journaliste. Et d'ailleurs, la plupart de ceux qui sont dans le secteur, c'est des gens qui ne viennent pas des écoles de journalisme. Et on ne vous demande même pas de diplôme. Mais en tout cas, il faut aller à la tâche. Vous êtes obligé de passer dans des rédactions, d'apprendre le métier et puis de savoir également de respecter les chartes. Parce qu'il y a des chartes, malheureusement, chez nous en tout cas, c'est ce problème-là, que le respect de l'éthique et de la déontologie qui se pose. Même si sur ce plan également, nous avons certaines institutions qui sont là, mais qui peut-être ne jouent pas leur rôle. Parce que nous avons par exemple ici un comité pour le respect de l'éthique et de la déontologie, mais qui en tout cas qu'on ne voit pas beaucoup. Donc cet accès à l'information, je crois qu'il est essentiel. Il faut qu'il y ait en tout cas en Mauritanie une institution ou une instance d'accès à l'information, comme on en trouve dans tous les pays limitrophes. C'est une institution donc qui puisse vraiment permettre aux journalistes d'accéder à l'information. Et puis il y a également une autre chose, il faut qu'au niveau des rédactions, qu'il y ait également des desks pour la vérification des informations, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça que ça se passe. Face au flot en tout cas d'informations,
qui est déversé par les réseaux sociaux. Au niveau des rédactions, il y a généralement des desks qui sont là pour vérifier les informations. Et ça, je crois que c'est le problème de formation qui se pose. Ça, ce sont des choses qui doivent être prises en compte au niveau des rédactions. Mais là, il va falloir en tout cas que les rédactions elles-mêmes soient conformes aux critères qui seront édictés et que ce soit des critères véritablement objectifs qui pourraient en tout cas permettre d'ériger de véritables institutions de presse. C'est de cela qu'on a besoin. Ailleurs, les professionnels de l'information dénoncent une certaine menace pour la démocratie. Est-ce que c'est le cas chez nous? Oui, c'est un peu le cas chez nous aussi, parce que ce sont des pratiques à l'échelle du monde aujourd'hui. Le monde est devenu un village, et ces nouvelles technologies peuvent être utilisées dans un bon sens comme dans un mauvais sens. On le sait très bien, au quotidien. Mais je voudrais quand même rappeler que, tout à l'heure, vous avez parlé des critères. Oui. Le gouvernement est en train d'adopter une loi importante qu'on appelle la loi des journalistes professionnels. Je ne révèle pas un secret en vous le rappelant. C'est cette loi-là qui va encadrer la pratique journalistique professionnelle dans le pays. Et à ce moment-là, ceux qui ont les critères peuvent prévaloir ou aspirer à avoir des cartes professionnelles de journalistes, mais ceux qui n'ont pas les critères peuvent être des blogueurs, surtout que dans la presse électronique, les plateformes et les sites obéissent à une loi. Cette loi, elle fait que des sites ont des éditeurs, les sites ont des journalistes, même au moment de créer des sites à vocation d'informer le public. C'est donc ça. Mais également, si nous regardons l'expérience dans notre pays, il y a deux approches aussi. Il y a ce qu'on appelle la régulation, il y a ce qu'on appelle l'autorégulation. Récemment, le gouvernement a adopté la nouvelle loi sur la HAPA, qui renforce ses pouvoirs, qui élargit ses missions. C'est toujours donc important d'avoir un mécanisme de régulation. Mais en même temps, les journalistes doivent s'organiser de manière à renforcer l'autre mécanisme qui a fait ses preuves dans le monde, qu'on appelle l'autorégulation, c'est-à-dire la pratique déontologique par les journalistes eux-mêmes. Et donc, je sais qu'en l'année 2000, il a été créé le CRED, qui est le Comité pour le respect de l'éthique et de la déontologie en Mauritanie, qui existe toujours, qui a été reconnu. Et donc, il faut redynamiser cette structure de manière à ce que l'autorégulation devienne un levier essentiel pour la professionnalisation et le respect de l'éthique dans le pays. Il y a également le fait que les maisons de presse se plaignent du fait que jusqu'à présent, la loi 045-2010, et vous connaissez un peu, stipule qu'il y ait des contrats signés avec d'une part le gouvernement et les maisons de presse, la télévision, la radio, la APA, ou du moins la TDM. Et on en est où? Ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Vous, quand même, vous pouvez parler de... Oui, vous avez évoqué une loi importante parce que cette loi a un avantage essentiel, c'est qu'elle a mis fin au monopole qu'exerce le gouvernement sur les médias. Aujourd'hui, nous avons des médias publics. Et donc, depuis l'année 2011-2012, donc, nous avons commencé un processus de réforme des médias publics dans le pays. Ce ne sont plus des médias officiels, mais des médias publics. Ouais. D'ailleurs, des sociétés anonymes à caractère public. Voilà un peu la dénomination juridique. Effectivement, cette réforme est un long processus. D'abord, il a fallu mettre en place des conseils d'administration, il a fallu adopter des statuts, des règlements intérieurs pour le personnel. Et donc, ce sont des sociétés qui fonctionnent aujourd'hui comme des sociétés anonymes. Mais la réforme, je le reconnais, n'est pas encore terminée. Il s'est agi, disons, à l'époque, d'adopter des contrats-programmes et des cahiers de charges. Les contrats-programmes sont importants parce qu'ils vont définir la relation entre l'État et ces médias qui ont la vocation à caractère public. Mais pourquoi cette réforme n'a pas été achevée? Parce que le gouvernement essaie d'évaluer au fur et à mesure le processus. Il faut que la radio, la télévision de Mauritanie et la TDM puissent disposer de compétences et de ressources propres pour être en position d'avoir un contrat-programme avec l'État. Or, ce n'est pas encore le cas. Avec l'accumulation des problèmes, avec les masses salariales importantes,
avec les défis de la modernisation des équipements, ces médias publics continuent à demander et à avoir les besoins de l'appui constant de l'État. Mais il arrivera un moment, effectivement, où cette réforme sera adoptée définitivement, c'est-à-dire les paliers, les étapes qui restent, c'est-à-dire les cahiers de charges et les cahiers de programme, vont naturellement être adoptés. Donc, ce qui va permettre de clore ce processus de réforme des médias publics dans le pays. Pourquoi donc le retard de l'application de cette loi? Effectivement, moi je pense que cette loi, comme d'ailleurs beaucoup de lois qui existent et qui ne sont pas appliquées, je crois qu'avant même cette loi, en tout cas les institutions de la presse publique étaient tenues quand même, elles avaient leur cahier de charges qui était là. Et je pense bien que la HAPA est responsable de l'application de ce cahier de charges, qui généralement est loin d'être appliqué au niveau des médias publics. Même si aujourd'hui, on a quand même tendance à dire que dorénavant, ces médias publics sont devenus des médias de service public. C'est tout à fait normal parce que ces médias-là sont financés par l'argent du contribuable et elles ont des comptes à rendre parce que normalement, il doit y avoir en tout cas un service minimum pour informer le citoyen. Mais on se rend compte qu'en tout cas, sur ce plan-là, il y a beaucoup de choses encore qui restent à faire. D'ailleurs, c'est valable aussi pour la presse privée, parce qu'on sait que dans le domaine de la production, par exemple, vraiment, c'est pratiquement le parent pauvre, alors que les médias, normalement, ils doivent en tout cas être centrés essentiellement sur la production de contenu. Et donc, sur ce plan-là, il y a encore un très grand retard au niveau des médias publics qui sont financés donc, par l'argent du contribuable et qui, en contrepartie, ne permettent pas d'informer le citoyen, en tout cas de façon tout à fait suffisante. Et cela est valable également pour la presse privée, la presse donc écrite, la presse indépendante, parce que nous avons un problème de personnel tout simplement, un problème de ressources humaines. C'est pourquoi, en tout cas, je tiens également à le souligner. On tient à le souligner tous. Oui, effectivement, il va falloir en tout cas que ce problème de ressources humaines et ce problème de formation-là, que ça soit une priorité. Ah, ouais. Parce que la presse, quand on regarde aujourd'hui sur le plan de la production des contenus, c'est vraiment la portion congrue pratiquement. On ne produit pas vraiment au niveau de notre presse, que ce soit la presse publique ou la presse privée. Et quand on produit également, c'est pas un produit de qualité. C'est pas un produit de qualité. Ouais. Et ce n'est pas seulement, en tout cas, c'est pas un problème de moyens, en tout cas. Moi, je crois que pour la presse publique, en tout cas, pour la presse privée, cela peut-être s'explique par la question des moyens. Mais pour la presse publique, je crois que les moyens sont là. Ils réclament également, les établissements, effectivement, des moyens financiers. On continue à réclamer. Tant que ces cahiers de charges n'ont pas été signés, tant que ces contrats n'ont pas été... Effectivement, mais en tout cas, il y a toujours en tout cas cette boulimie-là pour ce qui est des financements, mais je crois qu'en tout cas, ils ont les moyens de leur politique et je crois que c'est au niveau, en tout cas, organisationnel, au niveau interne, que cela doit être revu pour que l'on puisse, en tout cas, proposer aux citoyens des contenus, en tout cas, de qualité, qui lui permettent, en tout cas, d'être informés au jour le jour de ce qui se passe, en tout cas, dans le pays et dans le monde. Je crois qu'on doit quand même être plus ou moins rationnel. Je pense que ces médias publics, en tout cas, il faut les reconnaître, ont fait des avancées significatives par rapport, en tout cas, à la modernisation de l'équipement, par rapport à la pratique et par rapport surtout au rôle qui est dévolu. Ces médias publics, je le répète, aujourd'hui traînent beaucoup de problèmes. Ressources humaines, les dettes, c'est une accumulation de problèmes. Et donc, mais quand même, l'effort est là. On voit qu'il y a un effort de pluralisme politique, de pluralisme culturel à travers ces médias publics. On voit qu'une ouverture vers les différentes expressions nationales. Et en même temps, cette année particulièrement, on a vu que ces médias publics assurent une couverture assez correcte pour les questions de développement et surtout pour les questions sanitaires. Rappelez-vous
la pandémie Covid, Radio Mauritanie, la télévision de Mauritanie et la Mauritanie de France ont joué un rôle important. Ça veut dire que dans la sensibilisation, dans l'éveil des populations et sur d'autres questions de développement également. Vous savez, ces médias sont très sollicités. Et donc, par rapport aux moyens dont ils disposent, je pense qu'il y a un effort important qui a été fait. Il faut le reconnaître quand même. Même si, par ailleurs, on peut déplorer des problèmes de production, disons, de ressources humaines, mais en tous les cas, je pense qu'il y a ces dernières années d'importantes avancées par rapport à ces médias publics-là. Est-ce que ce problème de qualité dans la production n'est pas lié à la formation, aux opportunités également de bourse qu'ont les journalistes pour se faire former, plus qu'à des moyens financiers? Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Moi, je pense que c'est avoir un personnel pléthorique et... Je pense que vraiment, nous connaissons les médias à travers le monde. On sait ce qu'il y a. La production coûte extrêmement cher. Les ressources dont dispose la télévision de Mauritanie ou Radio Mauritanie ne peuvent pas suffire à faire une bonne production. Tout juste permet à ces médias, ces résultats permettent à ces médias de pouvoir jouer le rôle d'informer le public, disons, et de jouer un rôle de sensibilisation qui est déjà louable. J'étais en train de parler tout à l'heure du rôle de ces médias pendant la pandémie que le pays a vécu ces 2 dernières années. D'autant plus que la réussite de n'importe quel projet de communication est tributaire un peu des moyens financiers, mais également de la liberté d'expression. Est-ce que c'est ce qui existe chez nous ou non? Non, moi je crois quand même. Il faut voir un peu le cas d'Al Jazeera. Oui, effectivement. Moi, je crois qui s'est imposé un peu partout, qui a commencé avec des moyens modestes, mais qui arrive à s'imposer aujourd'hui un peu partout. Moi, je pense que c'est le problème du modèle économique, et du modèle de gestion. Et vous avez tout de suite parlé de médias pléthoriques. Oui. Moi, je crois que ce problème-là, en tout cas, c'est un problème qu'on déplore. Il faut être sélectif. Au niveau, en tout cas, de nos médias, un problème de personnel pléthorique. Donc, moi, je pense que, généralement, également, vous avez la masse salariale qui est énorme. Et je crois que ces moyens-là pouvaient être orientés, en tout cas, vers l'amélioration de la qualité de la production. Parce que généralement, vous avez un personnel le plus souvent qui n'est pas, en tout cas, aussi en tout cas, nécessaire que cela. Et ça pose un problème d'efficacité au niveau de ces médias. Donc, c'est le problème du modèle économique et du modèle de gestion qui doit être revu au niveau des médias publics et même au niveau des médias privés. Parce que les médias privés, eux, généralement, c'est des médias qui n'ont pas de moyens. C'est des médias qui, en tout cas, généralement, sont basés sur des ressources propres des directeurs de publication. Et donc, elles ont des problèmes pour mobiliser des ressources. Mais malgré tout cela, vous avez ce problème également de pléthore qui se pose toujours. Et ça, c'est lié, je crois, en tout cas, des comportements, en tout cas, je pense que c'est des comportements qui... Est-ce que ces chaînes de télévision, ces radios, ces sites, est-ce qu'ils font des sondages d'opinion pour avoir le reflet un peu, le feedback de ce qu'ils font pour tenir en compte les aspirations de leurs auditeurs, de leurs téléspectateurs? Est-ce que c'est important? Oui, c'est important, mais je pense qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. On ne doit pas comparer la télévision de Mauritanie à Al Jazeera. Al Jazeera est un média international. C'est un exemple que j'ai donné comme ça. Qui dispose beaucoup de moyens et peut-être même certains disent un projet politique. Oui, mais la condition était la liberté d'expression et les moyens financiers. Ils les avaient. Les missions assignées aux médias publics sont totalement différentes en Mauritanie des missions assignées à des médias internationaux. Les missions sont des missions d'informer et ce sont des missions de service public. Point. Or, j'ai dit, si on évalue correctement ces médias publics, on voit qu'il y a un effort de jouer ce rôle-là, de remplir ces missions qui leur sont assignées. À savoir... On n'a pas que le public chez nous, il y a des chaînes privées également. Oui, je vais y arriver. Mais là, je vais quand même rappeler que les missions principales de la télévision, de la radio et de la radio mauritanienne sur les médias publics, c'est, disons, d'être une expression nationale, d'informer le public et de jouer le rôle de service public en matière d'information. Mais en même temps, il ne faut pas dire que c'est seulement exclusif aux médias publics. C'est aussi valable pour les médias privés. Le gouvernement, 2021 et 2022, a mobilisé sur le budget de l'État
338 millions d'ouguiya destinés aux médias privés. Pourquoi? Deux raisons. Premièrement, pour assurer la promotion de ces médias, leur développement, renforcer la liberté de la presse, mais surtout pour leur devoir de contribuer à l'information du public. La loi sur l'aide à la presse, la loi sur l'aide à la presse exige que pour qu'un média privé puisse prétendre, aspirer à l'aide publique à la presse, il doit jouer un rôle d'information du public. En contrepartie de cette mission et de ce rôle d'informer le public, il reçoit un appui de l'État. Oui. Voilà. Mais aujourd'hui... C'est pour notre droit à l'information. À l'information. On doit aujourd'hui se demander quelle est la part d'information apportée par les médias publics pour le public mauritanien et celle apportée par les médias privés en contrepartie des ressources que l'État mobilise annuellement au profit du développement de la presse privée. Voilà une question. Mais il n'y a pas mieux que des hommes de communication comme vous qui peuvent nous dire est-ce que ce que ces médias publics proposent aux téléspectateurs, à l'auditeur, aux citoyens de façon générale mauritaniens, est-ce que ça lui donne satisfaction ou non? C'est ça le... Moi, à mon avis, on a des médias publics de notre politique. Est-ce que chez vous, dans votre salon, vous regardez, vous êtes satisfait de suivre les émissions et les débats? Je pense qu'on doit simplement regarder la télévision de Mauritanie, Radio Mauritanie et la Mauritanie d'information pour les missions qui leur sont confiées. Et pour les chaînes privées, c'est différent. Parce que ce sont des chaînes commerciales qui doivent contribuer à informer le public, à diversifier l'information, mais en même temps, c'est une expérience naissante. Elle a commencé en 2012. Elle n'a pas encore été évaluée. Mais elle touche l'argent du contribuable. Dès l'instant où l'État leur donne de l'argent, il faut que cela se justifie. Je pense que l'un des problèmes majeurs que nous avons, à la fois pour la presse privée et la presse publique, c'est qu'il n'y a pas une enquête d'audimat. En même temps, cette expérience de libéralisation de l'audiovisuel, qui a commencé en 2012, n'a pas encore été évaluée objectivement. Le gouvernement le fera. À l'issue de cette première évaluation, la loi 045, dont vous avez parlé tout à l'heure, cette loi-là, prévoit le développement de l'autre forme de communication, ce sera la radio, la presse associative. Mais ce processus ne peut être fait que si on évalue cette expérience première, c'est-à-dire on a des radios et télévisions commerciales privées qui fonctionnent depuis presque maintenant une dizaine d'années. Quel est leur apport en matière de pluralisme? Quelle est leur contribution en vue de l'éveil? Quel est leur rendement? Quelle est la qualité? Quel est leur coût? Quel est leur rendement en matière de production? Quel est leur apport culturel? Etc. etc. C'est ce questionnement-là qui va permettre, pendant l'évaluation, de dire cette expérience, si elle est concluante, quel est le problème de ces médias privés? Faut-il avancer vers d'autres étapes de la libéralisation de l'audiovisuel? Moi, je pense que votre question est très pertinente, en tout cas qui a trait à l'évaluation de l'appréciation que les téléspectateurs ou que les auditeurs ont de la télévision nationale ou de la radio nationale. Je crois que c'est une question qui se pose, en tout cas sur la scène. Et effectivement, parce que la télévision, aujourd'hui, les médias, en tout cas publics, n'ont plus le droit à l'erreur depuis 2010, depuis en tout cas l'ouverture de l'espace audiovisuel. Parce que dorénavant, elles ont des concurrents. Donc, elles sont concurrencées par les médias privés. Même si, par ailleurs, ces médias privés-là, on ne leur a pas donné les moyens, en tout cas, de pouvoir émerger. Et on sait que, pratiquement, depuis leur création, elles sont en train de végéter. Elles sont en train, en tout cas, de se complaire dans des problèmes financiers inextricables qui empêchent vraiment leur envol. Et donc, cela pose un véritable problème parce que le téléspectateur, l'auditeur, généralement, il n'a pas beaucoup de choix. Il est obligé d'être rivé sur la télévision nationale parce que tout simplement, les télévisions privées ne lui donnent pas, en tout cas, quelque chose de différent parce qu'on a l'impression que c'est en quelque sorte un programme uniforme entre la presse audiovisuelle privée et la presse publique. Généralement, c'est pratiquement les mêmes programmes. Et donc, c'est des programmes, effectivement, qui peuvent être appréciés différemment par les téléspectateurs, parce qu'on trouve en tout cas que la plupart, en tout cas, des téléspectateurs préfèrent généralement être rivés sur des télévisions concurrentes, parce que tout simplement, elles n'ont pas
elles n'ont pas les programmes parce que leurs attentes n'ont pas trouvé satisfaction au niveau de la télévision nationale. Et je crois que ça, quand même, c'est un problème qui est là et on en est conscient. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que la pandémie a pesé de tout son poids sur le temps d'antenne consacré à d'autres rubriques et de ce fait, les gens se voient privés de certains genres de programmes puisque tout simplement, on ne parle que de la Covid, aussi bien à la télé, à la radio que... Est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce qu'il n'a pas agi, pesé positivement ou négativement sur ce... L'impact de la pandémie est là, de toute façon, il faut le reconnaître, dans tous les secteurs. Et effectivement, il a accaparé l'effort essentiel des médias publics et même privés. Mais je voudrais quand même dire que l'expérience que nous avons est une expérience de radio et télévision commerciale. Or, la loi prévoit que les opérateurs mobilisent des ressources pour mettre en œuvre des projets. L'État, normalement, n'est pas appelé à appuyer ou aider des médias commerciaux. Mais, étant donné la volonté de l'État de diversifier le paysage médiatique national et de le promouvoir et de le développer, un effort d'appui, même s'il est, on peut dire, pas assez insuffisant, disons, d'appui à ces radios et télévisions privées. Mais je crois qu'il est maintenant temps d'évaluer cette expérience en vue de développer notre paysage médiatique à travers de nouvelles étapes. Je crois que c'est tout à fait nécessaire et indiqué. Et avant de finir, le dernier rapport de Reporters sans frontières paru récemment place la Mauritanie à la 97e place sur une échelle de 175 pays en 2017. Pourquoi en 2017, elle en était à la 55e place? Pourquoi c'est être rétrogradé à cette place 42 points de moins qu'en 2017? Toujours est-il que, je l'ai rappelé tout à l'heure au début de mon intervention... Vous avez parlé, vous l'avez placé en 3e position. Voilà. Est-ce que ce n'est pas par rapport aux pays africains? Non. Ça, c'est à l'échelle internationale. Je parle du monde arabe. D'accord. Monde arabe. Nous avons la 3e place au niveau du monde arabe. Ce qui est une place remarquable. Oui. Mais en même temps, je suis journaliste, j'ai été longtemps directeur de la presse, je sais que nous contestons fortement les rapports. Nous contestons fortement les rapports et le classement et le baromètre annuel de la Reporters sans frontières parce qu'on sait qu'il y a du lobbying là-dedans, on sait que les critères ne sont pas tout à fait objectifs, ils font appel à des enquêteurs locaux et donc parfois l'information est dévoyée, les données réelles ne sont pas transmises correctement et parfois le prisme dans lequel le pays est vu, ça peut poser des problèmes. Mais en tous les cas, je sais que la liberté de la presse, on est là, se porte mieux que par le passé. Ce qui ne se reflète pas dans le baromètre de Reporters sans frontières. Aucun journaliste n'a été traduit en justice pour ses écrits. Aucun journaliste et l'État fait un effort. Je vous ai dit qu'en 2021 et 2022, l'État a mobilisé 338 millions d'ouguiya au profit de la presse privée. On est à la fin de cette émission, donc on est à 2 minutes justement. Je voudrais juste Est-ce que vous avez un dernier mot? Oui, sur le rapport effectivement de Reporters sans frontières. Effectivement, c'est une véritable dégringolade parce que quand même reculer de 42 places, c'est vraiment énorme parce que ces dernières années, la Mauritanie avait toujours été très bien classée. Mais je pense que ce classement s'explique par les dernières lois qui ont été prises dernièrement depuis 2018, parce qu'il y a eu certaines lois. Il y a eu la loi d'abord sur le terrorisme, il y a eu la loi sur la cybercriminalité, donc la dernière loi sur les fausses informations. Cela a beaucoup impacté en tout cas l'image de la Mauritanie, parce que même si, comme l'a souligné Mokhtar tout de suite, généralement, c'est regardé par un prisme qui n'est pas vraiment très aussi objectif que cela, mais ces lois-là qui sont jugées des lois répressives et qui sont appliquées aux journalistes, parce que les journalistes, normalement, doivent être, en tout cas, tout simplement vus sous le prisme de la loi sur la presse et pas sur les autres lois. Je crois qu'il y a eu un amalgame, donc une mauvaise compréhension qui a influé sur le classement de la Mauritanie, même si en tout cas sur 97 sur 150 c'est déjà pas mal parce qu'on est déjà pratiquement devant une centaine de pays. Donc, tant mieux, tant mieux. Donc je voulais vous donner un dernier mot, mais apparemment le temps est parti à cette émission, touche à sa fin.
Ce numéro de votre émission Zoom sur est à présent terminé. Je remercie mes invités, M. Mohamed El-Mokhtar Mohamed Lamine, directeur au ministère, journaliste d'abord, et directeur au ministère de la communication, M. donc Bakary Gueye, écrivain, journaliste, président de la section Mauritanie de l'Union internationale de la presse francophone, IPF, à Mauritanie. Je remercie également tous les journalistes qui ont participé à cette émission pour avoir mis de leur temps pour la réussite de ce Zoom sur. Mes remerciements vont également à toute l'équipe de rédaction et aux caméramans ici présents, particulièrement à Madani Dramé pour la réalisation de cette émission et les journalistes que vous ne voyez pas, qui sont à la régie et qui sont capables de faire des efforts pour vous mettre dans de bonnes conditions. Je vous souhaite une excellente soirée sur les antennes de El Mauritania et à très bientôt.